Bonjour à tous, ici au Hub des territoires et connectés à distance. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. Réunir les acteurs privés et les collectivités locales pour trouver des solutions aux défis des territoires, c'est vraiment la vocation du Hub des territoires et on va encore en avoir l'illustration aujourd'hui. Et depuis 1 an et demi, ce dispositif a permis de réunir environ 6000 participants et 400 intervenants pour échanger, proposer des retours d'expérience et des débats sur tous les sujets de transformation à l'œuvre dans les territoires. Une petite information, vous pourrez trouver le replay et les replays de l'ensemble des événements sur le site de la Banque des territoires sur l'espace du Hub. Et je vous invite à vous abonner à la newsletter dont le lien va être inscrit dans le chat. Et pour ceux qui sont dans le Hub des territoires, il doit y avoir des QR codes à flasher près du café pour pouvoir vous inscrire à la newsletter. Je suis Audrey Charluet, responsable de l'animation des écosystèmes et des partenariats à la Banque des territoires. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler en partenariat avec France Tiers-Lieux des tiers-lieux et des foncières. En 10 ans, on peut dire que les tiers-lieux sont quasiment devenus un phénomène de société. On en parle partout, y compris dans les journaux féminins, ce qui est probablement un signe. Il existe des projets qui vont dans les petites villes de demain, dans les villes qui sont au cœur de ville, à la campagne, dans les métropoles. Et ça couvre un ensemble de sujets qui vont de l'agriculture, l'alimentation, à la santé, à la fabrication, à la culture. Donc c'est vraiment un panel large et ces lieux incarnent vraiment la transformation dans les territoires. Il y a beaucoup de lieux qui arrivent maintenant dans une phase de maturité après ces 10 ans, dans lesquels ils se posent un certain nombre de questions, et notamment de comment pérenniser et puis avoir des lieux qui soient viables sur le très long terme. Et c'est ce sujet-là en fait qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque on va parler d'accès au foncier, d'accès à l'immobilier et de comment les foncières, l'outil foncière, contribue à accompagner les tiers-lieux sur cette question de l'accès au foncier, à l'immobilier et de la pérennisation de leurs lieux. Et je suis ravie du coup d'être sur scène aujourd'hui avec Antoine Baudry, donc responsable investissement tiers-lieux et ESS à la Banque des territoires, avec Rémi Sellier, donc DG de l'Association nationale des tiers-lieux, pardon. Ma langue a presque fourché. Et Maïeul Baudet de la main foncièrement culturelle. J'ai mis un moment à arriver à mettre tous les mots dans le bon ordre. On aura quelques intervenants également en ligne, en direct de Lille et de Montpellier. Peut-être du coup, Rémi, pour attaquer cette présentation, est-ce que tu peux nous dire quelques mots d'introduction sur l'association et puis les tiers-lieux et le lien avec les foncières? Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Rémi Sellier. Effectivement, je suis directeur général de l'Association nationale des tiers-lieux. Donc le rôle de l'Association nationale des tiers-lieux, basiquement comme son nom l'indique, c'est de réunir la diversité des tiers-lieux en France et d'identifier les besoins de ces tiers-lieux et de faire en sorte de mettre en place ou de faire que les actions nécessaires au développement des tiers-lieux soient mises en place, soit directement par l'association, soit par des partenaires. Donc c'est une association qui existe depuis 4 ans maintenant et on essaie vraiment de réunir la diversité des tiers-lieux. Alors peut-être un mot sur ce que c'est qu'un tiers-lieu, même si j'imagine que si vous vous êtes inscrit à un séminaire ou enfin un webinaire sur les enjeux fonciers des tiers-lieux, vous êtes familier avec le terme tiers-lieu parce qu'on ne s'inscrit pas à ce type de webinaire un peu technique par hasard. Mais donc nous, ce qu'on entend par tiers-lieu, ce sont des espaces de travail partagés, au sens large,
Donc, on va parler d'espaces de coworking, de friches culturelles, de cafés associatifs, de jardins partagés ou de terres agricoles partagées. Et bien souvent, enfin même, on parle aussi de Fab Lab, d'ateliers de fabrication numérique, de Repair Café. Bref, je vais pas tous les citer parce qu'en fait, souvent les tiers-lieux, c'est un mix de toutes ces activités-là. Et ce qui compte pour nous derrière les tiers-lieux, c'est pas forcément d'ailleurs des activités qui définissent ces tiers-lieux, mais c'est plutôt des caractéristiques. Et si je devais n'en retenir qu'une, parce que vous êtes tous familiers du sujet tiers-lieu, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on identifie nous 5 critères, mais si je devais en retenir qu'un, ce serait celui de la libre contribution. En fait, pour nous, les tiers-lieux, c'est des espaces où on sort d'une position de consommateur ou d'usager pour rentrer dans une position de contributeur. Et donc, c'est des lieux où chacun peut prendre une part active à ce qui se joue dans le lieu. Et c'est des lieux où en fait on va intégrer une communauté et donc prendre part à un projet collectif. Donc c'est ça pour nous les tiers-lieux. Et donc le rôle de l'association, c'est de faire en sorte que ces valeurs-là et ces ambitions-là portées par les tiers-lieux et ce qu'ils construisent au quotidien au cœur des territoires, elles soient identifiées, reconnues et soutenues et qu'on accompagne le développement des tiers-lieux partout en France. Donc aujourd'hui, on identifie près de 2500 tiers-lieux en France. En fait, en réalité, on identifiait il y a 2 ans près de 2500 tiers-lieux en France. Donc on suppose qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 3000, 3500, ce qui est une réelle croissance. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y a 2 ans, c'était plus de 20% par an de création de tiers-lieux. Donc, on estime aujourd'hui entre 2500 et 3500 tiers-lieux en France. Donc, c'est pas un phénomène anecdotique. C'est près de plus d'1 million de personnes qui, chaque jour, vont travailler dans les tiers-lieux. Donc, c'est un vrai phénomène de société. Et donc, le rôle de l'association, c'est de mutualiser entre tiers-lieux pour faire en sorte que ces projets réussissent et faire en sorte que ces projets sortent d'une forme de précarité, ce qui est souvent le cas. Donc l'objectif, c'est de mutualiser les efforts entre nous, entre tiers-lieux, pour accompagner le développement de ces tiers-lieux. Et le deuxième objectif, c'est de co-construire des dispositifs nationaux de soutien aux tiers-lieux. C'est la raison pour laquelle l'Association nationale des tiers-lieux a créé, avec 4 ministères et l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, un groupement d'intérêt public qui s'appelle France Tiers-lieux. Et donc, à travers ce groupement d'intérêt public, on va essayer de renforcer l'interministérialité, donc d'associer l'ensemble des ministères et des institutions publiques pour soutenir le développement des tiers-lieux, en partant d'un constat, et je m'arrêterai là, qui est que dans les tiers-lieux s'inventent des réponses qui correspondent aux enjeux de politique publique, et donc il est essentiel que les ministères aillent voir ce qui se joue, ce qui se fait dans les tiers-lieux, et quelque part adaptent leurs dispositifs, leurs réponses aux besoins des tiers-lieux. Donc c'est ce qu'on essaie de construire au sein du groupement d'intérêt public France Tiers-lieux avec les ministères. Donc voilà un peu pour nos 2 actions, donc l'association qui mutualise et qui porte le mouvement des tiers-lieux d'un côté, et de l'autre côté un groupement d'intérêt public avec l'association, 4 ministères et la NCT, et on espère faire rentrer de nouveaux ministères au sein du GIP, et je le dis comme ils sont là, on espère la Banque des Territoires, voilà, je touche du bois, pour que la Banque des Territoires rentre dans ce magnifique GIP. Et donc on est ravis aujourd'hui d'organiser ce webinaire pour creuser ces questions foncières qui sont des enjeux clés pour les tiers-lieux. Il y a 15% des tiers-lieux qui sont propriétaires seulement, et on a beaucoup de tiers-lieux qui sont dans des situations de difficulté en raison de ces questions foncières. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut répondre à ces enjeux fonciers collectivement. Et du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous dire un petit mot du sujet vu de la Banque des Territoires ? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Antoine Baudry, moi je suis investisseur ESS et référent sur la thématique tiers-lieux à la Banque des Territoires. Peut-être quelques mots pour revenir rapidement sur la problématique et le pourquoi de cet événement. Aujourd'hui, on voulait vraiment vous proposer d'échanger ensemble sur cette thématique du foncier, qui demeure une composante fondamentale à la fois de l'émergence et de la pérennisation des projets de tiers-lieux. Les tiers-lieux sont par nature très attachés à leur lieu physique d'implantation. Les enjeux fonciers, ils sont multiples, mais assez bien identifiés aujourd'hui. On peut en citer quelques-uns. Les conditions tarifaires, bien sûr, qui doivent être adaptées à chaque cas et chaque projet. La sécurisation foncière d'occupation des lieux sur le long terme. On a besoin d'avoir une visibilité, car les tiers-lieux sont fortement, encore une fois, ancrés sur leur territoire, sur leur site d'implantation. En passant par les capacités à faire évoluer l'immobilier dans le temps, on parle d'extension, de travaux ou d'adaptation,
ou encore la réflexion, Rémi vient de l'évoquer, la réflexion sur le choix entre louer et posséder. Alors pourquoi cet événement? L'objectif de cette séquence, ce qu'on a souhaité valoriser aujourd'hui, ce sont finalement les différentes actions et travaux communs qui ont pu être menés et réalisés sur ce sujet. Les outils à disposition, la production de panoramas et d'études, on le verra, les réflexions qui ont été menées par le ou les groupes de travail qui a pu avoir sur ce thème, les projets en cours aussi qui offrent évidemment des éléments de réponse, et puis les retours d'expérience. L'objectif, c'est aussi bien sûr de bien identifier l'écosystème et ces interlocuteurs sur lesquels les tiers-lieux et les porteurs de projets pourront s'appuyer, comme les collectivités, les institutionnels, les réseaux régionaux ou les EPL. Et sans plus attendre, après cette petite introduction, juste pour vous dire, donc on va accueillir... Merci. Un certain nombre d'intervenants qui vont pouvoir vous faire des retours d'expérience. Donc je vous les cite pas dans l'ordre d'affichage mais dans l'ordre d'intervention. Jérôme Christol de la Serme à Montpellier, Jordi Castellano, division Macadam, Mayol Baudet, qui sera en direct, donc de la main foncièrement culturelle, Magali Roger de la métropole européenne de Lille, qui sera en direct de Lille pour le coup, avec Laurent Courouble des coporteurs. Et avant d'entendre les premiers retours d'expérience, on a souhaité que Hélène Terla, qui est manager en développement économique à l'A7 et qui a réalisé la note faite pour la Banque des Territoires sur le sujet des foncières de redynamisation et de leur contribution sur le sujet des tiers-lieux, puisse dire quelques mots de cette note qui sera diffusée normalement prochainement sur notre site internet. Donc on lui donne la parole. Bonjour, je m'appelle Hélène Terla, je suis consultante en développement économique à l'A7. J'ai eu l'occasion de travailler sur des études d'opportunité, de faisabilité de tiers-lieux. Et à la demande de la Banque des Territoires, nous sommes récemment intervenus avec des collègues juristes et financiers sur la rédaction de 2 notes basées sur une vingtaine d'entretiens. Donc l'une portée sur EPL et tiers-lieux et l'autre sur tiers-lieux et foncières, donc dans le cadre du réseau national des foncières de redynamisation. Donc, à l'origine d'un tiers-lieu, il y a un collectif, il y a un projet, et le lieu tiers-lieu est la traduction de cette dynamique dans une maison, dans un immeuble, sur un site. Et outre la création de cette communauté et d'emplois qui sont non délocalisables, le tiers-lieu en lui-même peut être également un vecteur de redynamisation. En effet, les tiers-lieux jouent un rôle dans la reconquête de friches industrielles, de friches commerciales ou patrimoniales, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Ils jouent également un rôle, ils peuvent jouer un rôle dans l'animation des rez-de-chaussée où ils viennent créer des usages du passage, tout simplement. Et puis, ils sont également parfois des acteurs de l'aménagement transitoire. Donc, peut-être quelques éléments de portage, de montage qui parfois peuvent intéresser les outils foncières. Donc, on a dans cette étude classé les tiers-lieux en trois grandes catégories. Les tiers-lieux qui sont portés par des privés, des entreprises, des groupements d'entreprises, des particuliers qui fédèrent autour d'un lieu dont ils sont les propriétaires et parfois il reste aussi les gérants, les animateurs. Donc là, c'est le cas par exemple de l'Épopée à Marseille. On a un groupement de 4-5 entreprises qui a racheté les anciennes usines Ricard. Ils ont fait un appel à manifestation d'intérêt auprès d'éventuels usagers. Donc là, c'est vraiment du privé. La deuxième catégorie sont des tiers-lieux qui sont portés par des collectivités. Donc là, c'est la collectivité qui est propriétaire d'un site, d'un bâtiment, qui le loue à un porteur de projet.
via une SEM ou via une EPL ou en direct. Et ce porteur de projet assure ensuite la gestion locative et le lien aux usagers. Donc, c'est l'exemple de l'hôtel Pasteur à Rennes. Donc, c'est un bâtiment ville de Rennes. Il y a un mandat d'étude et de réalisation qui a été confié à la SPLA Territoire Public et la gestion collégiale a été confiée ensuite à l'association Hôtel Pasteur. Donc, on a vraiment cet emboîtement d'acteurs. Et puis, troisième catégorie, donc les tiers-lieux qui sont portés par des entreprises publiques locales. Donc là, c'est la SEM, la SPL, la foncière, qui réalisent le projet en opération propre et qui portent l'investissement. Donc, c'est le cas de la SEM Metz Technopole, donc la SEM, le tiers-lieu Blida. Donc, quel est l'intérêt pour un tiers-lieu? Peut-être, en gros, les foncières achètent des terrains ou des bâtiments pour les réhabiliter, pour les transformer en lieu de vie utile aux habitants d'un quartier, aux habitants d'une commune, donc des commerces, des logements, des bureaux, mais aussi des lieux culturels, des lieux pour l'artisanat, pour la santé, la mobilité. Donc, elles interviennent donc aux différentes étapes d'un projet immobilier sur des champs très techniques, qui sont souvent justement ceux qui font défaut aux porteurs de projets à l'origine du tiers-lieu, notamment au moment de l'atterrissage immobilier des projets. Donc, par exemple, les études techniques amont pour la construction, pour de la restructuration. Ça peut être aussi des simulations de montage juridique, de montage financier, du choix de maîtrise d'œuvre, du suivi de travaux, voire même l'exploitation des bâtiments. Et de l'autre côté, quel est l'intérêt pour une foncière d'aller accompagner l'installation d'un projet de tiers-lieu? Ça peut permettre à une foncière de diversifier l'occupation de son patrimoine, de sécuriser une commercialisation grâce à ces produits qui sont souvent encouragés par la puissance publique. Le tiers-lieu peut également permettre de soutenir un secteur, de soutenir une filière. Et puis, donc, en tant que défenseur de l'intérêt général, les EPL, les foncières ont dans leur mission l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, dont relèvent assez souvent les porteurs de projets tiers-lieux. Il y a donc des partenariats, des complémentarités possibles. Alors même si il y a aussi parfois des différences culturelles, des divergences de méthodes de concertation, de méthodes de montage de projets, par exemple. Mais il y a quelques retours plutôt encourageants de tiers-lieux qui sont montés notamment avec des EPL. Donc une complémentarité qui peut être vertueuse. Alors, je ne vais pas dire merci Hélène parce qu'elle ne nous entend pas, elle est partie en déplacement professionnel à l'étranger. Mais donc on a enregistré cette petite capsule. Et pour illustrer cette note et les propos d'Hélène, on va du coup se connecter à Montpellier avec donc Jérôme Christol et Jordi Castellano. Je crois que vous êtes tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux en ligne. Bonjour. On vous voit. Ah, si, c'est bon, on ne vous voyait plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre projet et puis revenir sur ce que disait Hélène, c'est-à-dire quelle est la complémentarité, les synergies que vous avez trouvées en vous associant sur le projet de la Altropisme? Alors, donc, Jérôme Christol, responsable du service développement éco et immobilier d'entreprise chez l'aménageur CERM SA3M, donc aménageur de la ville et de la métropole. Et donc, on a travaillé il y a déjà quelques années, 4-5 ans, avec
Jordi et toutes ses équipes pour l'installation de ce tiers-lieu, la Halle Tropisme, qui est un lieu aujourd'hui de référence sur Montpellier. Présente-toi, Jordi, puis après je présenterai un petit peu la ZAC et comment s'inscrit ce site, nous, par rapport à toute une filière. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Jordi Castellano, je suis président de la coopérative Illusion Macadam, qui est à l'origine du projet de la Tropisme. Donc, c'est important parce que nous, en fait, on existait bien avant le projet de tiers-lieu. C'est une coopérative qui s'est créée au début des années 2000. Donc, on avait déjà une inscription dans des filières, puisque notre travail est thématisé sur la culture et la création. Et voilà, on a toujours eu ce projet d'avoir un lieu pour fédérer un peu nos usagers de la coopérative. Et c'est en 2016 donc, que l'opportunité est arrivée. Donc voilà, je repasse la parole à Jérôme et après je vous expliquerai un petit peu les leviers qu'ont permis le partenariat avec la métropole et la CERM. Alors, donc nous sommes aménageurs de la ZAC EAI Cité Créative et également propriétaire donc du lieu qui accueille la SIC Tropisme. Est-ce que je peux partager peut-être des documents juste rapidement pour c'est possible? Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez le document? Oui, c'est bon. Oui. Ok, donc c'est juste pour vous indiquer que la ZAC Cité Créative dans lequel s'intègre ce tiers-lieu, c'est bien un site qui a été, c'est un ancien site de ce qu'on appelle nous l'EAI, là où il y avait l'école d'infanterie, qui était sur une vingtaine d'hectares, plus le parc Montcalm. Donc on est bien dans un quartier aussi de centre de ville, un quartier qui est en cours de réaménagement, où il va y avoir des logements, mais également une filière que l'on appelle, nous, les industries culturelles et créatives. Et c'est aussi là-dedans que s'inscrit pour nous la Halle Tropisme. Et c'est un secteur qui va être desservi par la ligne 5 du tramway. Alors, par industrie culturelle et créative, c'est tout ce qui touche aux jeux vidéo, cinéma d'animation, mais culture au sens large. Jérôme, et pour pardon. nous, je vous coupe juste une seconde, le partage a été coupé, si vous pouvez remettre, désolé. C'est pas... C'est bon? Parfait. Voilà. Merci. Donc, c'était pour dire donc il y a la ligne 5, etc., mais que ça s'inscrit dans une filière culturelle et tournée autour de l'image animée. Aujourd'hui, donc, la Halle Tropisme, c'est 4000 m² et ça s'inscrit donc pour nous dans un parcours résidentiel des entreprises. C'est-à-dire que c'est le lieu d'accueil et d'atterrissage de toutes ces entreprises. Et puis, il est également, nous, de notre responsabilité avec la métropole, de développer une offre également adaptée. Donc, on a une école, l'ESMA, on a des SO, et puis, au cours de l'année 2023, va s'inscrire d'autres lieux qui vont pouvoir s'inscrire dans ce tiers-lieu qui est la Halle Tropisme. Donc, on a le musée et on a l'annexe qui vont ouvrir. Et il y a également les ateliers Tropisme, peut-être que Jordi en parlera, qui est aussi un lieu qui accueille également dans le cadre d'une réhabilitation des artistes. Donc voilà, à partir de 2025, 26 et 27, mais il y a d'autres lieux qui vont ouvrir au sein de la ZAC Tropisme et également le MES, qui est peut-être une solution d'atterrissage qu'on étudiera avec la Halle Tropisme pour que perdure au sein de la ZAC Cité Créative ce lieu. Et donc j'en viens à la Halle Tropisme. Aujourd'hui, c'est un lieu qui fait 4000 m², qui est conventionné dans le cadre d'une convention d'occupation précaire de longue durée, de 12 ans, qui a été signée en 2018 et qui est entrée en vigueur fin 2018 et aujourd'hui c'est jusqu'en 2030. Ce qui était prévu, là vous voyez des images de ce lieu, l'intérieur et donc l'extérieur, puisque dans un premier temps c'était donc le lieu de 4000 m² qui est un ancien site où on réparait les chars. Et puis il a été adossé un extérieur en janvier 2020 de 6500 m². Donc on voit une partie de cet extérieur pour que ce lieu puisse aussi se développer à l'extérieur. Donc le principe, et je laisserai aussi Jordi peut-être nous indiquer un peu plus d'éléments, mais le principe qui a été convenu, c'est que l'aménageur et propriétaire, nous faisions
les travaux de sécurisation et réglementaire, de remise en état de ce lieu. Et puis, la SIC Tropisme faisait les travaux d'aménagement intérieur. C'est aussi un lieu qui a été soutenu politiquement. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que le politique a souhaité mettre en œuvre ce lieu. Et ça, c'est également important. Il a été aussi évoqué en termes de loyer. C'est un loyer évolutif sur une totalité environ de 700 000 € sur la totalité des 12 années. Un loyer donc qui est progressif et évolutif et qui correspond pour nous en grande partie au coût de réaménagement que nous avons opéré sur ce lieu. Et puis nous avons donc une redevance d'un peu moins de 4 000 € sur tout ce qui est extérieur. Voilà le principe. Donc un accompagnement du propriétaire pour la remise en état du lieu et puis la SIC Tropisme qui a fait les aménagements intérieurs, un loyer évolutif. Et puis tout à l'heure, il a été évoqué, en effet, c'est un lieu qui s'inscrit dans le temps, 12 années, c'est un lieu à long terme, sécurisé puisque c'est l'aménageur qui est propriétaire qui est bien le bailleur. Et puis, on a des réflexions pour faire évoluer dans le temps puisque ce site, à terme, il va accueillir un programme de logement. Et il nous appartient à nous de travailler donc avec Jordi, avec Vincent Cavaroc, etc., pour trouver une deuxième vie à ce lieu après 2030. Voilà, parce que là aussi, Jordi va le dire, mais c'est un lieu qui maintenant est devenu incontournable sur Montpellier. C'est un lieu que tout le monde connaît, puisque c'est un lieu qui accueille des entreprises, qui pour nous s'inscrit donc dans ce parcours résidentiel, c'est-à-dire une solution d'atterrissage pour des entreprises qui évoluent par la suite. Mais c'est aussi un lieu où il y a des événements, un lieu festif, et un lieu qui est important. Voilà. Donc Jordi, je te laisse la parole pour continuer. Merci Jérôme. Bon, tu as déjà dit beaucoup de choses. Juste peut-être pour resituer par rapport à notre projet de départ. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on est issus de filières, on est des filières culturelles, qu'elles soient autour de l'image animée comme a été construit le projet de la Cité Créative, mais aussi du spectacle vivant, du design, voilà, un petit peu tous ces métiers-là. Notre projet de départ, c'est d'accompagner les porteurs de projets, les artistes, et de les aider à structurer leur travail. Donc, on a pensé le lieu vraiment autour de ça. Et en fait, ce qui s'est passé en 2011, c'est que quand le camp militaire, quand l'armée est partie, nous, à l'époque, on avait déjà entamé une démarche avec la métropole pour essayer de trouver un lieu d'implantation, parce que ça faisait un moment que ça nous trottait. Ça n'a pas pu aboutir avant 2016, où là, la métropole nous a proposé ce bâtiment. Donc, c'est un projet qui s'est quand même construit sur du temps très long. Par contre, à partir du moment où ça s'est débloqué, on a eu 2 ans pour concevoir le projet, monter le tour de table, faire les travaux et ouvrir. Donc là, pour le coup, ça a été très rapide. Ce que je voulais dire, c'est que dans le montage que vient de décrire Jérôme, il y a quelque chose de particulièrement vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, la collectivité, et là je parle bien de la collectivité dans son ensemble en intégrant la SERM et la métropole, parce que pour nous, c'est vraiment le binôme. On a travaillé avec les deux ont apporté, ont rendu le projet possible, chacun dans leur domaine de compétences et de responsabilité. Et le fait d'avoir travaillé avec la métropole et la SERM, ça a permis de rendre le projet possible, non pas qu'il y ait eu des subventions qui aient été amenées, mais simplement la mise à disposition gratuite du bâtiment et le financement de 700 000 € de travaux. Ça nous a amené les garanties. Pour nous, coopérative qui était déjà installée sur le territoire, mais qui restait quand même une coopérative culturelle, donc pas non plus avec une solidité économique délirante, ça nous a permis d'aller chercher 1 500 000 € de financement à travers des fonds d'investissement de l'économie sociale et à travers des partenaires économiques qui ont été rassurés par cette présence, parce qu'on savait qu'on avait déjà un tiers des travaux qui étaient financés, que quelque part la SERM prenait des risques là-dessus. Et du coup, je pense que c'était vraiment un montage gagnant-gagnant. Après, effectivement, il y a ce frein des 11 ans et demi, des 12 ans, qui, d'un côté, c'est une longue durée, d'un autre côté, c'est quand même pour des projets d'investissement un peu lourds, c'est compliqué. Mais on a réussi à faire rentrer tout ça dans les clous, et on s'est toujours dit, vu la complexité du foncier à Montpellier, que pour nous, c'était une occasion inespérée de faire une preuve de l'utilité d'un tel équipement. Et en fait, aujourd'hui, 4 ans après, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a
réussi à s'installer sur le territoire. On a participé à ce début d'attractivité de la cité créative en faisant connaître le quartier, qui est quand même un quartier dans lequel les gens n'allaient pas avant ça. Donc c'est assez gagnant pour tout le monde. Et on peut aujourd'hui sereinement travailler sur la suite parce qu'à la fois on a les garanties que le projet peut marcher puisqu'on a la preuve que c'est le cas. Et nous, on voit aussi les choses à améliorer, à repenser, les questions d'évolution dans le temps qu'on n'a peut-être pas assez anticipé au départ. Donc en fait, l'idée de repartir sur un nouveau projet 12 ans après l'ouverture du premier, c'est aussi plutôt vertueux, plus qu'une contrainte, parce que ça va nous pousser à nous réinventer, à repenser l'histoire et à repartir sur un projet tout neuf et plus adapté à l'environnement qu'il y aura à ce moment-là. Juste pour compléter aussi, c'est que la métropole et la CERM n'étaient pas engagées dans des démarches que je citerai d'urbanisme transitoire ou d'urbanisme temporaire, de manière, je dirais, construite et annoncée. Et ce qui a été monté avec la halle tropisme, puis avec les ateliers tropisme, qui est un autre bâtiment que lui, on a pour 5 ans, dans lequel on a installé des ateliers d'artistes, ça a enclenché tout un travail au sein de l'aménageur, au sein de la collectivité et avec nous sur une réflexion sur les espaces temporairement délaissés et comment utiliser ces espaces, comment les valoriser, comment permettre à des porteurs de projets du coup d'en profiter pendant ces creux de projets immobiliers. Donc ça aussi, ça a amené en fait des réflexions et je trouve que le partenariat public-privé, quand on le prend dans tout cet ensemble, il commence à avoir sacrément du sens et de l'efficacité. Parce que nous, on est complètement autonome, on gère notre projet comme un acteur privé, on est une coopérative, mais on est quand même du coup un acteur privé. Mais on a des liens forts. Et oui, dernier élément que je n'ai pas dit, la métropole est rentrée dans le capital de la coopérative pour avoir un lien opérationnel avec le projet, avoir un droit d'information, participer à certaines décisions, etc. Donc voilà, je pense avoir été complet. Après, peut-être qu'on pourra répondre à des questions s'il y en a. Alors, je crois qu'il y a énormément de questions en ligne. C'est parce que je vois passer les notifications sur l'écran. Mais peut-être déjà, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Parce qu'on est ravis d'accueillir les gens en présentiel. Bon, sinon Rémi. Le temps que quelqu'un se désigne dans la salle, il y a 2 questions, peut-être que je vais vous lire à la suite. En fait, il y a beaucoup d'interventions parce qu'il y a des gens dont le nom s'affiche alors qu'ils n'écrivent pas de message. Alors désolé, on n'a pas la solution à ce problème technique dans le chat. Mais sinon, sur la question, lors d'un portage public via aménageur ou autre, comment peut-on garantir la pérennisation du projet au-delà de 2030 notamment par rapport à une propriété foncière directement par les porteurs de projet. Donc, en gros, quel est le risque? Et une deuxième question un peu en lien, mais qui n'est pas tout à fait la même. Pourquoi ne pas avoir choisi un bail amphithéotique en poussant à une durée supérieure à 12 années, 18 ans minimum, qui répondait bien à ce principe de pérennité et de partage des travaux? Alors, c'est bon, oui, vous m'entendez? Donc, on n'a pas pu au-delà de 2030 parce que le lieu est une ancienne halle industrielle. Hein, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, où il y avait des réparations de chars, en fait, le projet d'aménagement du quartier prévoit sa démolition du site. Il prévoit à la place un immeuble de logement. Et il faut bien voir que quand on fait une ZAC d'aménagement, c'est un équilibre. C'est des dépenses avec des recettes. Donc, on attend une charge foncière et des recettes assez conséquentes. Mais compte tenu du succès de ce lieu et de son rôle central et canalisateur et important, nous étudions, comme je l'ai dit, la possibilité de trouver une autre vie, mais à proximité immédiate. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des pourparlers. Enfin bon, on parle du MES, qui est le lieu qui est à proximité immédiate, un lieu où il y avait le MES des officiers à côté du parc, etc., qui appartient à la ville de Montpellier, mais qui est au sein de la ZAC, à 500 mètres. Donc on étudie, c'est peut-être ce que j'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont... voilà, en tout cas, on étudie la possibilité que ça perdure au-delà de 2030. Mais c'était l'opération d'aménagement qui ne nous permet pas d'aller au-delà.
Et je me permets juste de rajouter une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Montpellier, on a une pression immobilière qui est terrible, qu'on a du prix immobilier qui est très haut et qu'il y a un vrai besoin de construire, que ce soit du logement social ou du logement traditionnel. Et que nous, là, aujourd'hui, on dispose de 10 000 mètres carrés d'emprise au sol en première couronne de centre-ville. Je pense que urbanistiquement, c'est pas raisonnable et que, par contre, l'idée de basculer sur le parc, d'avoir ce bâtiment et de pouvoir utiliser le parc comme extérieur, terrain de jeu, terrain d'animation, je ne parle pas de le privatiser, mais plutôt de penser le parc public qui fait quand même 20 hectares comme un terrain d'activité pour nous, ben, ça permet de mutualiser cet espace-là. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va occuper de l'espace extérieur sans le prendre à des possibles logements qui pourraient être construits. Donc, je pense que là aussi, c'est un mécanisme qui est assez vertueux parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Je pense qu'on reste sur avec l'emprise qu'on a aujourd'hui face aux contraintes. Vous voyez, j'ai repartagé, vous voyez l'image? Oui, on la voit. Oui, donc voilà, c'est ce site qu'on appelle le MES, où il y a une étude de réhabilitation et d'extension. Donc, l'altropisme pourrait tout à fait venir s'inscrire dans ce lieu avec donc le parc qui est protégé, qui est à côté. On retrouve c'était le lieu d'entraînement des militaires. Voilà. J'en profite pour vous poser une question technique qui était sur le chat. N'y a-t-il pas un risque de requalification en bail commercial ou bail professionnel à utiliser une convention d'occupation précaire si longue? C'est un risque, on est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a trouvé avec les juristes cette possibilité. La convention d'occupation précaire ou temporaire, elle est aussi liée par le fait que le lieu est destiné à être démoli. Mais votre réflexion est tout à fait pertinente. Mais on n'en a pas trouvé d'autres pour permettre aussi, c'était un juste équilibre entre la mise à disposition du lieu avec une certaine durée par rapport aux investissements qu'a évoqué Jordi tout à l'heure. Il y avait des investissements assez lourds, mais c'est la solution et le contrat juridique que nous avons trouvé. Mais c'est un partenariat privé-public et on travaille ensemble avec le privé, la collectivité qui sécurise et qui met à disposition le lieu, et puis le privé qui a l'agilité de proposer un lieu de manière donc plus adaptable et plus agile qu'on pourrait le faire nous. Très bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle avant qu'on passe à la séquence suivante? Non, pas de regret. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup. Et vous pourrez retrouver cet exemple, en tout cas ce cas d'étude, lorsque l'étude de la CET sera publiée en ligne. Elle comprend plusieurs cas d'études et de partenariats entre donc, EPL, SEM et tiers-lieux. Et je vous propose tout de suite qu'on enchaîne sur une présentation vidéo, cette fois d'un autre guide, panorama, études, on ne sait plus trop comment les appeler, mais cette fois sur les foncières tiers-lieux, ou les foncières citoyennes, ou les foncières solidaires, selon comment elles se définissent. Avec le groupe de travail donc de l'Association nationale des tiers-lieux, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce sujet des questions foncières des tiers-lieux. On a commencé à travailler sur les foncières. Et donc avec ces foncières, on a essayé de voir comment en fait ces foncières participaient de l'accompagnement des tiers-lieux, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai l'impression que je répète ce qui est dit dans la vidéo. Et en plus, je suis dans la vidéo, donc c'est assez schizophrénique. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser découvrir cette vidéo. Et juste un mot pour dire que ce guide est déjà en ligne. Et donc on va vous mettre le lien sur le chat. Et on l'enverra à tous ceux qui le souhaitent. Il est sur le site de l'Association nationale des tiers-lieux qui est tout frais, même pas encore tout à fait publié, mais donc il est en ligne, c'est tiers-lieu.fr, sur lequel vous pouvez retrouver le guide, le panorama des foncières citoyennes. Bonjour, donc effectivement l'Association nationale des tiers-lieux représente les tiers-lieux dans leur diversité et permet de faire remonter des besoins et des nécessités d'accompagner le développement de ces tiers-lieux. Donc effectivement le foncier a été rapidement identifié comme un vrai frein aujourd'hui au développement et à la pérennité de ces lieux.
puisqu'on a pu identifier que moins de 15%, et encore 15% paraît beaucoup, sont propriétaires des lieux qu'ils occupent. Et ils sont souvent accompagnés de situations assez stables, enfin assez peu stables ou chronophages, c'est-à-dire des occupations transitoires, des loyers très élevés, des mises à disposition qui sont assez fragiles. Donc c'est effectivement un des éléments qu'on a eu envie d'accompagner par la création de ce groupe de travail foncier pour construire ensemble des outils de développement autour de la question du foncier. Oui, effectivement, comme le rappelait Juliette, donc l'Association nationale des tiers-lieux fonctionne par la contribution des tiers-lieux. Donc on a des groupes de travail qui associent les tiers-lieux et qui sont portés par des acteurs de l'écosystème. Donc l'objectif du groupe de travail foncier, c'était déjà dans un premier temps d'identifier les besoins, donc de préciser les besoins des tiers-lieux sur ces enjeux fonciers. On a identifié 3 gros besoins: l'appui en ingénierie, la conviction et la sensibilisation des partenaires et des acteurs du foncier, et le besoin concret d'avoir des moyens et davantage d'investissement sur le foncier, en tout cas de faciliter l'accès des tiers-lieux aux moyens et aux fonciers. Pour essayer de répondre à ce besoin, on avait un noyau dur d'une 15aine de personnes qui contribuaient et qui faisaient vivre ce groupe de travail. Et collectivement, on s'est dit, la première priorité, c'est de travailler sur les foncières tiers-lieux, parce qu'il y avait beaucoup de foncières dans ce groupe et parce qu'on a identifié en fait un potentiel levier assez puissant dans ces foncières solidaires, citoyennes. Premièrement, parce qu'elles peuvent co-investir dans les projets de tiers-lieux, parce qu'elles peuvent acheter le foncier pour les projets de tiers-lieux, mais aussi parce qu'elles jouent un rôle essentiel pour appuyer les tiers-lieux en ingénierie et en compétences. Et voilà, elles peuvent appuyer les porteurs de projets sur de l'expertise, du conseil. Et donc, on a réuni un groupe de foncières et on s'est réunis ensemble le 18 novembre 2021 à la Friche Belle de Mai à Marseille, avec comme premier objectif de mieux se connaître entre foncières solidaires, d'échanger, de partager nos problématiques, nos enjeux, et de donner à voir la réalité de ces foncières solidaires, de les expliciter. Et à la fin de ce séminaire, on s'est dit, créons un panorama, un guide ou un panorama des foncières pour donner à voir la réalité de ces foncières et le clarifier et montrer ce qu'elles apportent aux tiers-lieux. Donc c'est ce qui nous a amené à créer cette brochure. Et on a poursuivi ce travail. Et on s'est réunis avec des partenaires le 25 novembre 2022, où on a pu présenter ce guide et le confronter aux banques, aux collectivités territoriales, à la Banque des Territoires, à des EPF et à des SEM. Et donc on poursuit ce travail aujourd'hui de sensibilisation à partir de ce guide. Le guide foncière et tiers-lieux permet alors d'apporter des exemples, des réflexions, toujours en cours actuellement, pour faciliter l'accès au foncier, à un terrain, mais aussi à un bâtiment, pour des tiers-lieux qui cherchent à monter ou à pérenniser leurs projets et sortir des logiques de contractualisation avec des baux plutôt de courte durée. On a structuré le guide en différentes parties. Il y a une première partie qui est dédiée plutôt aux foncières solidaires en cours de création depuis 2010 et dont l'intensification s'est faite depuis 2018. Cette partie détaille à la fois la structuration juridique des foncières, l'apport qu'elles peuvent avoir en soutien aux tiers-lieux, les différents métiers qu'elles mobilisent aussi, mais des exemples précis de lieux et de montage. On retrouve par exemple les foncières éthiques, Belleville, Basse Commune, Village Vivant, la main foncièrement culturelle, Antidote, Bien sur Terre ou encore Terre de Liens qui sont présentés dans le guide. On a ensuite une seconde partie qui concerne cette fois-ci la création de foncières solidaires depuis 2021 et majoritairement soutenue ou à l'initiative de collectivités territoriales, mais qui allie aussi les acteurs de l'ESS et acteurs publics. Donc. Et enfin, une dernière partie du guide qui présente des pistes de réflexion et d'outils de montage fonciers alternatifs, tels que des baux amphithéotiques et à construction inversée, des montages favorisant des formes de propriété d'usage, ou encore le rôle, par exemple, de la collecte de l'épargne citoyenne pour accompagner les tiers-lieux à maîtriser l'usage de leurs biens immobiliers et fonciers. Les foncières solidaires interviennent en réalité sur une diversité d'objets et de biens tels que des commerces, parfois du logement, des locaux d'activité ou le portage de tiers-lieux, voire leur animation. On ne trouve pas réellement de foncières tiers-lieux spécifiques, même si toutes peuvent intervenir sur ce sujet. Certaines foncières sont en revanche davantage spécialisées sur les tiers-lieux. C'est le cas de la main, d'Éthique, qui est la plus ancienne, ou encore du fonds de dotation Antidote. Les autres foncières peuvent vraiment intervenir sur les tiers-lieux, mais ne font pas nécessairement que ça.
Il est possible de synthétiser les types d'intervention des foncières solidaires ou alors foncières responsables, on trouve ce terme aussi, en faveur des tiers-lieux de la manière suivante. On trouve une première action qui est d'accompagner le tiers-lieu à la maîtrise foncière ou à une forme de maîtrise d'usage. Dans ce cas-là, la foncière solidaire peut intervenir en soutien, en accompagnement métier pour faciliter les démarches d'un lieu qui chercherait à acquérir son bien ou à négocier des baux de long terme tels qu'un bail emphytéotique. Dans ce cas, la foncière s'efface en quelque sorte derrière le tiers-lieu qui est porteur du projet. On peut mentionner ici les modes d'action plutôt du CLIP, de la foncière antidote, dont le fonds de dotation est géré par les collectifs de lieux qui rétrocèdent ensuite un droit d'usage à long terme pour ces mêmes lieux. On trouve un second type de stratégie des foncières solidaires. Là, l'idée, c'est plutôt de porter à plusieurs et de co-investir entre foncières et tiers-lieux. La foncière joue vraiment ce rôle d'accompagnement et de co-investissement aux côtés des porteurs de projets. Et enfin, on pourrait mentionner un dernier type de stratégie qui correspond cette fois-ci au métier traditionnel des foncières, qui est celui du portage en propre et intégral des biens acquis par les foncières solidaires, et ensuite qui confère des baux à des tiers-lieux qui deviennent locataires. Ça correspond vraiment à un métier beaucoup plus traditionnel. Ces trois modes d'action différents ne sont qu'une forme de simplification de l'ensemble des stratégies qui sont mises en place par les foncières. Certains tiers-lieux souhaitent effectivement s'attaquer aux questions immobilières et de la propriété, mais d'autres préfèrent se concentrer sur leur cœur de métier et laisser ces sujets qui sont chronophages à des foncières dont c'est le métier. À la suite de la production de ce guide, ce qu'on ouvre comme perspective, c'est la nécessité d'aller plus loin avec les partenaires qui possèdent du foncier ou qui ont des moyens d'investissement. Donc on poursuit le travail de conviction et de mobilisation des partenaires comme les établissements publics fonciers, les SEM, les collectivités territoriales, les associations d'élus. Donc on a un enjeu de donner à voir ce que sont ces tiers-lieux et comment ces partenaires peuvent appuyer les tiers-lieux et ces foncières. Le deuxième sujet pour nous, c'est de renforcer l'investissement public et privé dans ces foncières solidaires comme outil pour faciliter le développement des tiers-lieux. Et après, on a des perspectives plus larges d'allongement des prêts pour les projets de tiers-lieux dans des logiques d'investissement à plus long terme. Donc, on travaille avec les banques, le Crédit Coopératif, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et d'autres pour établir des documents de sensibilisation, leur apporter des données sur les modèles économiques et les montages fonciers des tiers-lieux. On a aussi un enjeu d'outillage des tiers-lieux. Donc, on travaille actuellement au sein du groupe de travail foncier sur un guide sur les montages fonciers qui sera finalisé en 2023. Et on travaille avec l'ANCT et le groupement d'intérêt public France Tiers-Lieux sur les programmes d'accompagnement en ingénierie qui sont en train d'être mis en place pour que ces programmes ciblent spécifiquement l'accompagnement en ingénierie sur les questions foncières comme enjeu majeur parce que c'est une nécessité côté tiers-lieux. Et enfin, on a un dernier sujet, une perspective qui est d'obtenir des allègements fiscaux, ou en tout cas d'ouvrir une réflexion sur la nécessité d'alléger la fiscalité pour les projets de tiers-lieux, d'utilité sociale, et donc une réflexion autour de la taxe foncière, des allègements possibles de taxe foncière pour des projets d'utilité sociale ou d'utilité territoriale. Pour illustrer tout ce guide, on va du coup faire le tour, enfin en tout cas avoir un retour d'expérience de 2 projets. Et on commence par toi, Mayol. Est-ce que tu peux nous raconter du coup la main foncièrement culturelle, oui. Le projet, ce que vous faites, l'ambition, et puis en quoi la foncière accompagne, enfin comment plutôt la foncière accompagne des projets de tiers-lieux culturels? Oui, je vais essayer de faire le lien avec la vidéo de présentation et puis le travail qui a été fait avec le groupe de travail foncier de France Tiers-Lieux. Du coup, bonjour à tous dans la salle et pour ceux qui sont en visio. Donc la main, c'est une foncière culturelle et citoyenne qui est dédiée plutôt au secteur culturel. On est un outil de recherche et d'action sur la copropriété des lieux culturels par à la fois leurs usagers, leurs collectivités, mais aussi les habitants de leur environnement proche. Du coup, la main, le point de départ un petit peu et son objectif, je trouvais ça intéressant juste de repartir aussi des chiffres qui ont pu être donnés au début par Rémi, de dire que nous, les tiers-lieux culturels, ça représente à peu près 30% des lieux qui ont été recensés, et c'est des lieux qui vont affirmer l'art, la culture comme des biens communs essentiels. On l'a vu là pendant la crise Covid, au développement de territoires plutôt durables, ou en tout cas à la nécessité
nécessité de tous, et pour autant c'est des lieux qui n'échappent pas à la règle dans les occupations précaires de leur bâtiment outils. Donc la main, elle est vraiment née en nécessité à répondre à ce besoin, c'est-à-dire de réfléchir ensemble à sortir ces lieux de la spéculation immobilière et de les aider à se pérenniser, mais aussi de manière durable sur les questions de transition écologique, ou du moins aussi de rénovation en partie des bâtiments. Donc voilà, ces lieux auxquels on s'adresse, ils sont aussi issus de 40 ans d'histoire autour justement de l'occupation d'espace par des acteurs culturels, de niveau national ou européen, dans tout le mouvement des friches. Donc ça, c'est un peu le point de départ de où on part la main, et on est plutôt une émanation à un moment des besoins de ces acteurs-là, de trouver une solution. En quelques dates, vous redire un petit peu les origines de la foncière et comment aujourd'hui on en est arrivé ici. En fait, c'est parti en 2015 notamment par une étude qui a été réalisée par l'association Opal sur le territoire de Plaine Commune, donc en Seine-Saint-Denis, et qui a cherché à montrer l'importance économique que pouvait représenter le secteur culturel sur ce territoire. Et donc pour ça, l'association a pris 4 lieux d'études. Donc c'était main d'œuvre à Saint-Ouen, le 6B à Saint-Denis, la Villa Médicis à Aubervilliers et les Poussières à Aubervilliers. Et en faisant une étude comparée de ces 4 lieux et surtout de leur coopération, ça a permis de montrer sur un territoire tout ce qu'ils pouvaient créer comme emploi, comme richesse, comme activité. Et au-delà de cette étude, ça a surtout permis à ces lieux de se rencontrer, et notamment à leurs administrateurs, et au moment de croiser leurs problématiques et d'échanger autour d'objets communs. Et assez naturellement, le sujet foncier, en tout cas la précarité de l'occupation de leur bâtiment, est revenu assez vite. La villa était frappée d'alignement du tram. Main d'œuvre ça sentait le roussi, on va dire. Il y avait 2-3 petits éléments et qui ont justement un petit peu amené ou qui a préfiguré en 2018 la création de la coopérative du coup La Main. Donc un peu comme une envie de prolonger cet espace d'échange et de coopération, en tout cas de créer un espace qui pouvait rendre à un moment tangible ces liens entre ces lieux, et aussi amener sur un territoire une autre dynamique, un espace de réflexion et poursuivre les chantiers. J'allais dire, avant même que la coopérative se lance, il y a eu un événement qui a été l'expulsion de main d'œuvre en 2019. Donc c'était à ce moment-là justement Juliette Bonpoint qui était sa directrice et qui a participé à la fondation de la coopérative La Main. Donc ça a mis un peu, en arrêt le projet de foncière, mais ça a surtout été, la preuve avant l'exemple, dans le sens où main d'œuvre, c'était un lieu qui était existant depuis 20 ans sur le territoire de Saint-Ouen, qui était un des premiers lieux intermédiaires et indépendants. C'était un lieu emblématique et qui pour le coup a complètement été éjecté de son espace par une décision plutôt politique. Donc en fait, même par rapport, 12 ans, oui, c'est du long terme, mais on voit même qu'après 20 ans, c'est encore possible d'être mis dehors, et qu'il y a toujours besoin de rappeler l'utilité de ces lieux, le pourquoi ils sont là et pourquoi ils doivent avoir une place justement dans les territoires et dans les villes. Et donc du coup, cette phase-là, même malgré l'expulsion et un peu cet exemple-là, il y a eu toute une démarche à La Main de plutôt chercher à expérimenter, tenter des choses, ouvrir des portes et des dialogues avec des promoteurs, des aménageurs, des collectivités. Et il y a eu pas mal de réponses qui ont été faites, notamment dans les concours urbains du Réinventons le Grand Paris, pour justement aller défendre un petit peu pas des ovnis, mais des choses nouvelles sur des ventes symboliques à l'euro symbolique, sur des 1% promoteurs dont je pourrais revenir un peu plus tard. Donc on est parti de là. Et puis pour continuer, en 2020, la coopérative lance le projet Pocommon, qui est à un moment justement la formalisation de ces coopérations entre les calculs dont je vous ai parlé juste avant, et qui est labellisé Fabrique de territoire. Donc il y avait cette idée à un moment donné d'être un moment ressource, que ces lieux étaient ressources pour un ensemble de territoires, et que si eux avaient réussi à s'ordonner, à se mettre en coopération, à réfléchir ensemble aux dynamiques foncières, ils devaient à un moment le faire aussi pour tous les autres, toutes les plus petites structures associatives, les associations, tout ça. Donc c'est un peu ce qui a été créé autour notamment d'un groupement autour de la formation et de visites apprenantes pour faire vivre ces enjeux-là, ce qui a beaucoup contribué à nourrir la réflexion de La Main en tant que foncière. Et puis dans le même temps, assez vite sur 2021, 2022 plutôt,
il y a eu des réflexions sur comment cet objet il est partagé par l'ensemble des acteurs culturels et surtout comment on amène ces enjeux dans tous les réseaux déjà existants. Donc là, il y a les lieux culturels ont la chance d'être structurés depuis un moment à travers des réseaux. Donc il y avait ces besoins de faire approprier les enjeux, les problématiques directement par les lieux et de se donner un peu une force collective qui nous paraissait importante si justement on voulait, comme on l'a dit dans le rapport, avoir un rapport de force ou du moins faire avancer des sujets auprès de collectivités, de financeurs ou d'autres. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est arrivé plutôt en 2022. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tous sociétaires de la coopérative. Et dans le même temps, ça a aussi été un gros travail de revendiquer une co-construction des politiques publiques. C'est-à-dire que nous, on s'organisait en tant que coopérative pour monter une foncière et traiter ces problématiques foncières des lieux, mais on n'avait pas envie de le faire de manière complètement déconnectée des pouvoirs publics, dans le sens où tous ces lieux sont d'intérêt général et les politiques publiques, les politiques culturelles sont évidemment publiques et impliquent les collectivités. Donc on est allé chercher pendant quelques années, pendant un long moment, le ministère de la Culture pour que lui aussi contribue à cette réflexion, notamment dans le financement de sa préfiguration. Ce qui nous amène, in fine, à cette année où justement on peut avoir un peu plus la construction d'une équipe salariée et une projection sur des objets et sur des champs d'action plus précis de manière un peu plus sereine. Ça, c'est pour l'historique rapide, j'essaie de ne pas être trop long. Mais brièvement, les champs d'action du coup de la main et qui vont recouper ce qui a pu être dit dans le rapport, ils se retrouvent autour de 3 thématiques. C'est-à-dire que la première, ça va être sensibiliser et former. Donc là, il y a vraiment cet enjeu au moment d'acculturer, d'amener à une prise de conscience collective sur les enjeux de pérennisation et de durabilité des tiers-lieux. Et donc ça, on le fait de plusieurs manières, donc auprès des réseaux d'animation de groupes de travail. La publication, en tout cas l'écriture d'un manuel guide, mais j'allais dire dans l'esprit de celui qui a pu écrire Terre de Liens il y a déjà 20 ans, mais j'allais dire pas en redondance du travail qui a été fait pour le coup par le groupe de travail, mais qui est un outil à un moment donné pour justement faire avancer des acteurs. Et puis il y a un autre objet qui nous paraît important, c'est comment à travers ce projet de foncière aussi on amène à créer des parcours d'engagement pour les usagers, pour les citoyens, les citoyennes des territoires ou des lieux, pour que justement eux aussi ils puissent s'engager à un moment donné, proposer des choses et qu'ils soient aussi eux acteurs de la défense ou du moins du besoin de trouver des solutions à la pérennisation de ces lieux, un peu comme dans l'esprit toujours de Terre de Liens où à la fin c'est finalement comme ils disent les mangeurs-mangeuses qui vont sur les places de marché eux-mêmes distribuer les tracts pour sauver la ferme de leur ferme voisine, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le premier enjeu et c'est dans cette idée de faire collectif et d'avancer tous ensemble sur ces questions pour donner un petit peu une force. Et puis à travers se former, il y a surtout aussi dans ces enjeux de professionnalisation et de structuration de filières la montée en compétence d'un ensemble d'acteurs sur ces enjeux-là qui nous paraît importante pour que tout le monde puisse localement faire avancer le sujet, avancer dessus et à son échelle se structurer. Le deuxième aspect, il a été pas mal rappelé aussi dans la vidéo, c'est de l'accompagnement qui nous paraît être un endroit très important, c'est-à-dire l'apport en ingénierie. Aujourd'hui, nous, on agit plutôt là-dessus en disant que la coopérative, elle rassemble énormément d'acteurs qui sont sociétaires, de lieux, d'expériences, et justement que c'est par la mise en commun au monde de ces choses-là, par l'accompagnement de pair à pair, qu'on va pouvoir débloquer des situations. C'est comme ça qu'on fonctionne, mais aussi on a su nouer un peu des contacts parce qu'on est sur des compétences techniques, qu'elles soient juridiques, financières ou même architecturales, donc le besoin d'avoir à un moment donné des liens plus étroits avec certains acteurs pour franchir des paliers plus rapidement. Donc ça c'est un peu la manière dont on va fonctionner là-dessus. Et puis le dernier aspect, il est plutôt autour de la recherche et de l'expérimentation, c'est-à-dire de ne pas inscrire un modèle dans le temps, c'est-à-dire de ne pas inscrire la propriété comme la réponse unique, de ne pas inscrire le bail amphithéotique comme la réponse unique, mais plutôt d'essayer de chercher, d'expérimenter des solutions autour de la fiscalité, autour de l'aménagement même des cahiers des charges qui peuvent être écrits par les aménageurs justement. Et donc ce besoin de chercher et de pas se figer dans un seul modèle, et c'est pour ça que là on a lancé notamment un travail un peu d'enquête nationale à destination des acteurs culturels pour dire
quand on parle de maîtrise foncière, qu'est-ce que ça veut dire vraiment depuis leur pratique? À la fois, combien de lieux ont pu disparaître sur ces questions-là, combien vont représenter les loyers, combien de déménagements, les types d'occupations qui sont opérés, on va avoir de la donnée. Ce travail-là, on l'élargit à l'échelle européenne. Nous, ça nous paraît important d'aller voir en fait chez les voisins européens ce qui a pu se faire. Il y a énormément d'exemples. Un des plus connus, on va dire que ça va être les Beni Comuni à Naples, en Italie, mais il y a énormément de choses qui se sont faites au niveau de l'habitat en Allemagne avec le Mithauser Syndicate. Donc voilà, là on est en train de monter un Erasmus+ pour faire ce travail-là aussi à l'échelle européenne. Et puis dans l'expérimentation, nous, un levier qui nous paraît important, qui répond aussi à ces problématiques de financement, c'est la levée de fonds citoyenne. C'est-à-dire à un moment organiser des campagnes de collecte de fonds directement avec les personnes, et au-delà d'un outil financier qui peut permettre d'avoir un apport, d'être un premier amorçage, c'est aussi pour nous un outil d'entrée, c'est-à-dire c'est aussi pour ces gens, c'est à un moment donné s'impliquer directement dans le projet. C'est soit j'ai du temps, mais je peux aussi également avoir de l'argent, j'ai peut-être aussi envie de lui donner du sens, et ça me permet au moment d'être directement impliqué et acteur dedans. Ça ouvre aussi un regard, parce qu'on est sociétaire, sur le fonctionnement, l'implication démocratique de la coopérative. Donc voilà, nous, c'est un outil sur lequel on a envie de travailler. Et puis dernière chose, pour un peu aussi illustrer tous ces propos-là et ce que je vous parlais en termes d'expérimentation et de cas concrets, et c'est un projet qu'on porte depuis maintenant un paquet d'années, qui est le Twist, qui prend place, on va dire, dans le cadre d'un réaménagement urbain dans le quartier des Groux à Nanterre. Et en fait, il y a un moment déjà, c'est le promoteur, donc c'est la BNP Real Estate, qui est venu nous chercher main d'œuvre pour, dans la réponse à ce concours urbain, à un moment donné, réfléchir justement à la place d'un lieu ouvert, ou du moins aux usages artistiques, aux pratiques des habitants du quartier qui pourraient avoir lieu. Et donc nous, on les a accompagnés on a répondu avec eux à ce marché public, et tout de suite, on a dit, OK, on veut bien vous suivre, mais par contre, on veut que 1% du coût de l'opération, enfin de l'ensemble de l'opération, donc les logements, les commerces, soit dédié à la création d'un lieu ouvert pour les habitants avec des pratiques artistiques et culturelles. Alors dans l'idée, c'était plutôt d'accord. Il y a eu, j'allais dire même un engagement oral à un moment du directeur là-dessus. Ça s'est forcément après un petit peu modifié, atténué, mais aujourd'hui on a réussi à obtenir quand même une aide à l'amorçage et à la préfiguration quasiment à hauteur d'1 million d'euros pour la création de ce projet. Donc en fait déjà c'est le financement de toute cette ingénierie en amont, c'est-à-dire de la recherche de financement, la construction du modèle économique, tout ça. Et puis c'est aussi un vrai apport au début sur les premières années. C'est un bâtiment qui va être construit pour 2025. Là, on est en train justement plutôt de signer la VFA. Toutes ces premières années d'activation du territoire, elles rentrent par ces fonds d'amorçage et de préfiguration. Donc ça, c'est déjà un élément nouveau avec lequel on a pu aller les chercher. Et puis ensuite, c'était tout de suite l'idée pour situer, c'est un bâtiment de 3000 m² aussi, où il y aura des studios de répétition de musique, une salle de concert, un espace plutôt, une grande verrière, bar, restaurant, et puis tout un tas d'ateliers de pratique, des studios de danse, de répétition. Enfin, voilà, tout un lieu assez ouvert. Et nous, tout de suite aussi, on a défendu le modèle coopératif, c'est-à-dire de dire on enlève l'étage de l'investisseur, c'est-à-dire que le promoteur souhaitait vendre un investisseur qui lui allait nous faire un loyer. Nous, on a dit non, on va vous l'acheter directement, parce que le loyer, on ne peut pas le supporter. Et en fait, on va vous l'acheter à travers une coopérative pour que justement, dans X années, l'ensemble des habitants, l'ensemble de ces acteurs qui ont une part sociale dans la coopérative soient tous copropriétaires de ce bâtiment, et qu'à terme, ce soit un bien commun à l'échelle du quartier. Ça, c'était vraiment la réflexion qu'on avait et qui nous paraissait important. Donc on a réussi à emmener avec nous, que ce soit la ville, les promoteurs, les investisseurs, les banques, enfin un petit peu tout le monde autour de cette idée. Donc ça, c'est aussi... comment on peut rapprocher l'usage de la propriété. Nous, ça nous paraît un enjeu important. Et puis la dernière chose aussi, c'est que ce bâtiment, en tout cas ce projet, on essaie de le construire, et là pour le coup, bien en lien avec la Banque des Territoires, sur 30 ans, c'est-à-dire d'aller chercher un modèle de financement avec un prêt très long terme sur 30 ans, pour qui permet justement de détendre le modèle d'acquisition et permet
une acquisition, du moins de soutenir cette acquisition pour des acteurs de l'ESS, des acteurs culturels, artistiques. Je trouve que l'exemple de l'altropisme l'a bien montré, même si on représente des choses, on est dans une recherche de lucrativité encadrée ou limitée. On est sur un des secteurs où on sait qui a des modèles économiques fragiles, hybrides. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était aussi un objet, une avancée que nous on identifie, de pouvoir rallonger cette durée des prêts. Et là, c'est ce à quoi on travaille et qu'on aimerait bien aboutir à cet endroit pour permettre la sortie de terre de ce bâtiment. Voilà un petit peu pour la main. Je ne sais pas si j'ai été très long, mais c'était parfait. Rémi, est-ce qu'on a une question en ligne ou une synthèse de questions en ligne pour qu'on puisse aussi après laisser la parole à Magali? Oui, alors on n'a pas de questions pour Maïeul parce que sa présentation était claire, limpide et fluide, donc c'était parfait. Enfin, qui ne dit mot consent dit souvent, mais il y a une question juste avant pour la Banque des Territoires, donc peut-être que je vous propose de la prendre. Ouais. C'est comment la Banque des Territoires peut-elle aider les collectifs de tiers-lieux ayant fait la preuve d'activité sur du foncier précaire public à acheter ce foncier? Question posée par Aurélien. J'imagine Aurélien de Naes, puisque le cas cité est le cas de Casako à Malakoff. Donc je lis le cas. 3 ans de travail pour trouver 3 banques coopératives, 1,6 million et un usager investisseur pour racheter le foncier appartenant à la mairie. Donc il y a un besoin de pédagogie de la Banque des Territoires auprès d'eux. 5 à 6% le coût des foncières solidaires, c'est cher pour un projet d'intérêt collectif sur un foncier déjà cher. Bon, pour revenir à la question, comment la Banque des Territoires peut agir? Alors, pas simple de rentrer dans un cas précis comme ça à la volée. On en dira tout à l'heure un mot effectivement de la manière dont on s'adresse et comment on essaye d'accompagner les différentes dynamiques. Donc effectivement, répondre comme ça, c'est un petit peu complexe. Il y a une offre, il y a des offres de financement, on a des offres d'accompagnement, enfin d'ingénierie, mais tout ça mérite d'être effectivement précisé. En tout cas, on se positionne comme un investisseur patient. On essaie de participer et d'être concret sur l'idée qu'il faut s'adapter. On parlait d'utilité sociale, mais en tout cas, on est sur des équipements hybrides ou des lieux, d'ailleurs, je ne sais pas comment la meilleure façon de les appeler. Il y a des notions de long terme, il y a des enjeux qu'on a rappelés déjà au début, et on essaye de prendre cela en compte, notamment par l'évaluation, le suivi des impacts. Voilà. Après, les produits en tant que tels vont rester, si je puis dire, classiques, et nous, on va en adapter à la Banque des Territoires la doctrine pour qu'ils puissent se réaliser, qu'ils puissent être concrètement mis en œuvre sur ces projets de tiers-lieux. Voilà, donc j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est difficile d'être plus précis. Oui, et peut-être ce qu'on peut retenir jusque-là, en tout cas de tous les exemples qu'on a eus, et puis de tout ce qui se trouve dans les 2 guides notes qui ont été produites, c'est qu'en fait, chaque lieu a un montage particulier en fonction des acteurs présents. Et donc, le financement doit s'adapter aussi au montage. Et donc, le mélange entre de l'investissement, du prêt, ce qui peut être apporté par plein d'acteurs en termes d'ingénierie de projet, c'est spécifique à chaque projet. Je crois qu'il y a une question en ligne. Je ne sais pas si on a un micro volant. Merci, monsieur. Bonjour. Merci pour ces explications. Vincent Loscornet, Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement. On porte un projet de tiers-lieu sur Paris. On est à la recherche du foncier. Hein. On cherche 2000 mètres carrés à minima. Où est-ce qu'on rencontre les foncières ? En tout cas, dans notre guide, vous avez déjà la liste des foncières. Donc, il doit y avoir leurs coordonnées quelque part. Certaines sont peut-être présentes ici, mais en tout cas, vous en avez déjà une ici. Fanny fait aussi partie de Basse Commune, vous l'avez vu dans la vidéo. Et les autres foncières, enfin, je crois que voilà, il y a d'autres personnes de Basse Commune, mais les autres foncières sont joignables et vous pouvez les rencontrer, les contacter directement. D'accord.
Oui, peut-être en complément, il y a aussi des réseaux régionaux qui sont comment on dit, qui ont été mis en place, qui existent aujourd'hui et que d'ailleurs la Banque des Territoires soutient et qui ont aussi ce rôle-là, entre autres, de faire cette mise en relation. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils doivent avoir toutes les adresses. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit. Effectivement, il y a une quinzaine de réseaux régionaux en France. Certains existaient avant, d'autres se sont développés récemment, en lien avec le développement aussi de la politique publique. Et d'ailleurs, je remercie Baptiste Meyer sur le chat qui a partagé les travaux de la CRES Centre-Val de Loire, qui est le réseau et qui porte le réseau régional Centre-Val de Loire et qui a travaillé sur un guide justement sur l'accès au foncier des tiers-lieux avec des exemples très concrets. Et ça me permet de répondre très rapidement à une question qui était sur le chat sur est-ce que l'achat du foncier est une nécessité en fait pour les projets tiers-lieux. Clairement non. En fait, aujourd'hui, on insiste beaucoup là-dessus. Enfin, en tout cas sur les foncières et sur l'acquisition. Parce que c'est une interrogation sur la pérennité de ces projets, mais c'est pas la seule manière de développer un projet de tiers-lieu. Il y a des tiers-lieux qui se développent très bien avec la mise à disposition de foncier par des collectivités territoriales. Il y a des baux amphithéotiques, des baux précaires, de l'occupation temporaire. Enfin, là, il y a tout un type de montage existant. Il y a des loyers progressifs qui sont mis en place aussi. Donc l'achat et l'acquisition n'est pas le seul moyen et le seul montage foncier possible. Bien au contraire, si on doit être réaliste, aujourd'hui, en fait, c'est assez minoritaire les tiers-lieux qui sont propriétaires. Maintenant, quand on porte une réflexion sur la pérennité de ces lieux, c'est vrai que l'achat par le tiers-lieu en lui-même ou par des foncières est une option. Et c'est pour ça qu'on l'a ouverte. Pour continuer à illustrer les différents montages possibles, on va laisser la parole donc à Magali Roger de la métropole européenne de Lille et à Laurent Courouble qui vont nous présenter le projet Fonsomel. Vous êtes là, on vous voit derrière nous et la présentation en ligne. Donc on vous laisse la parole. Du coup, on vous laisse partager la présentation. Peut-être, on va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Magali Roger, chargée de mission innovation sociale et usage numérique à la métropole européenne de Lille. Et donc, je m'occupe plus particulièrement, notamment des tiers-lieux. Et donc moi je suis Laurent Courouble, je suis contributeur à la Compagnie des tiers-lieux des Hauts-de-France, donc qui est une association régionale qui regroupe à peu près 200 tiers-lieux sur la région des Hauts-de-France. Et je m'occupe particulièrement des questions d'immobilier à la compagnie, notamment en ce moment, et on vous a mis dans le chat, on organise des formations, entre autres, sur ces questions-là. Et donc on a une formation sur la maîtrise d'ouvrage pour les porteurs de projets de tiers-lieux. Donc du 13 au 17 mars. On va commencer donc sur l'historique et l'origine, puisque c'est important de voir un peu le cheminement. Tout ça, c'est parti de porteurs de projets. Et ensuite, la MEL nous a rejoint sur ce projet de foncière. Ça a commencé en 2016 avec une réflexion autour d'un projet qui s'appelle la Loco, donc il y a un tiers-lieu de 2600 m² porté avec éthique, donc la foncièrement responsable, avec une volonté d'impliquer, au-delà de la foncière nationale qui est éthique, d'impliquer les riverains, les locaux dans l'élaboration et dans le financement en fait, de ce projet qui est 100% privé. On a acheté un terrain sur une ZAC qui est portée par une SEM, mais on est totalement autonome sur la propriété et sur la menée du chantier. L'idée de cette foncière, c'était donc de rassembler effectivement des parties prenantes plus locales, des gens qui n'avaient pas forcément du temps, mais qui avaient de l'argent et qui souhaitaient éventuellement l'investir au bout de leur rue. Avec un effet aussi recherché, j'ai mis une formule 1 + 2 + 3, donc c'est 1 euro investi par des citoyens, amène 2 euros investis par la collectivité et plus 3 euros qui peuvent être investis éventuellement par des organismes type Banque des Territoires. Ça nous donne 6 euros à apporter dans le projet. Donc c'est un effet levier de type, on l'a appelé aussi Super Cigale, c'est Fanny Côté qui évoquait aussi cet aspect-là. Donc une cigale, c'est un club d'investisseurs solidaires, avec vraiment une logique de circuit court financier, comment on va chercher l'argent des gens et l'épargne
finalement des gens qui sont vraiment en hyper proximité. Cette épargne qui lâche pas forcément très facilement, mais quand le projet est juste à côté de chez soi, effectivement, on a peut-être plus envie de mettre la main à la poche. Donc il y a eu des réflexions avec tout un ensemble de partenaires, principalement issus effectivement des tiers-lieux et de l'économie sociale et solidaire. Et puis en 2018, après un peu avoir dégrossi nos intentions, le chantier a été repris dans le cadre de la compagnie des tiers-lieux qui venait de se créer en novembre 2018, avec une vraie volonté de développer un sujet autour de l'immobilier. Du coup, je vous laisse passer à la slide suivante. Et c'est vrai que nous, à la métropole, on avait bien conscience qu'il y avait un sujet de précarité immobilière des tiers-lieux. Et on avait déjà, à l'origine, essayé de travailler avec nos communes, notamment les communes périurbaines et rurales, en se disant, s'ils ont un foncier à apporter, est-ce que nous, métropole, on n'apporterait pas, dans le cadre d'un fonds de concours, l'ingénierie correspondante pour travailler à l'émergence, à l'impulsion de l'émergence d'un tiers-lieu. Et tout de suite, on nous a découragés en fait en interne à la métropole en nous disant mais un fonds de concours c'est trop compliqué, c'est très investissement, tu vas rapporter de l'ingénierie qui n'est pas du financement, donc ça fonctionnera pas. Donc on n'est pas allé plus loin et c'est vrai que notre élu de l'époque, Hakim Oural, nous a dit en 2020, nous a missionné nous services techniques pour réfléchir et trouver une solution contre la précarité immobilière des tiers-lieux, puisqu'on a vu quelques tiers-lieux sur notre territoire être obligés de déménager parce qu'ils étaient sur des baux précaires et déménager quand on est en plein centre d'une grande ville, même à 5 km ou à 3 km, on perd sa communauté et ça met vraiment en péril un projet qui avait du sens et qui avait été soutenu par la collectivité aussi. Donc voilà, donc 2020, impulsion de l'élu, ce qui nous a mené au lancement d'une étude en 2020-2021. Alors une petite étude où on a missionné Village Vivant, Basse Commune et Impact Lower pour évaluer l'opportunité et la faisabilité de cette foncière. Grâce à la compagnie des tiers-lieux qui nous accompagnait, on a mobilisé aussi une quinzaine de partenaires autour de nous, que ce soit l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives, ou que ce soit même la commune de Lille qui souhaitait aussi lancer une foncière pour ses commerces de proximité, pour au moins et d'une faire profiter à tout le monde du travail qu'on menait, et de deux, voir s'il n'y avait pas des choses à faire ensemble avant tout, plutôt que de tous lancer sa propre foncière. Voilà, et tout ça a mené à identifier, à faire une étude de terrain aussi et à identifier 4 grands scénarios. Et du coup, sur la slide suivante, j'avais plus cette slide en tête. Et donc, en automne 2022, ça, c'est ce qui viendra après, mais ça a mené à la création d'une association et de préfiguration de la foncière qui s'intitule aujourd'hui Fonds Sommel. Donc, 4 grands scénarios, fonds d'investissement, puisqu'on a vu qu'il y a des tiers-lieux qui ont été interrogés et presque pour la plupart ne souhaitaient pas devenir propriétaires. Ils souhaitaient pouvoir investir avant tout dans le lieu. Non, ils ne souhaitaient pas confier la propriété, ils souhaitaient devenir propriétaires et surtout faire des travaux d'investissement, donc c'était important. Deuxième scénario, la foncière tiers-lieu. Je suppose que la présentation sera diffusée, donc on va peut-être ne pas tout relire sur les atouts et les contraintes, je pense que ça pourra être partagé. Une foncière hybride en fait qui permettait à la fois de mixer fonds d'investissement et foncière tiers-lieu pour répondre un maximum aux besoins en fait du territoire et non pas une foncière hybride en 4e point comme ça a été repris dans la présentation, mais le développement d'une foncière existante. Sachant que dans le marché qu'on avait lancé, on avait demander à ce que les acteurs en charge de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ne seraient pas ceux qui mettraient en œuvre derrière. C'était important aussi pour nous de pas tout mélanger.
Donc voilà, on a eu une étude de très grande qualité et surtout, ce qui n'est pas dans la slide qui a été reprise, mais des livrables qui sont en Creative Commons et qui sont disponibles sur Movilab, le wiki des tiers-lieux. Et le choix politique qui a été fait, c'était de partir sur une foncière hybride, enfin politique et sur les préconisations de l'AMO, bien sûr, une foncière hybride avec des acteurs du terrain dans lesquels il fallait une foncière existante sur le territoire, solidaire, et avec aussi des experts en tiers-lieux et donc la compagnie des tiers-lieux. Il fallait bien qu'il y ait des choses, qu'il y ait des planètes qui se rencontrent, et c'est ce qui a amené à la création de l'association, dont Laurent va vous parler maintenant. Donc, voilà. Les perspectives. Donc effectivement, il y a suite aux préconisations de l'étude, il y a l'idée de créer une association de préfiguration qui doit maintenant faire atterrir ce fonds foncière. On a le scénario, on a une idée du modèle économique, on a une idée du modèle juridique final, mais il faut emmener tout le monde maintenant là-dessus, aller revoir et faire la tournée de tous les investisseurs possibles. Sur ce sujet, et puis de pouvoir du coup les emmener dans la mise en œuvre de ce projet. Les perspectives, c'est élargir aussi, c'est les acteurs qui nous ont dit ça, on est revenu avec cette étude, élargir aussi le champ d'action de ce véhicule hybride donc financier, à l'occupation temporaire, ça a été évoqué tout à l'heure, et à l'habitat inclusif. Ça, c'est un vrai apport de nouveaux locaux, donc qui est une foncière existante ici sur la métropole lilloise. Alors je précise qu'on travaille à l'échelle de la métropole lilloise, mais en accord avec la MEL, nous on envisage évidemment que cette foncière peut-être puisse se déployer à l'échelle des Hauts-de-France, qui nous semble une taille assez intéressante pour un outil qui serait ensuite animé par des collectifs locaux, puisqu'on sait que l'animation, elle doit être au plus proche, et on est vraiment dans une logique d'un outil partagé, mais par contre qui a son administration et sa gestion à l'échelle plutôt régionale. Donc élargissement à cette valeur montante qui est l'habitat inclusif et l'occupation temporaire, notamment sur notre territoire, et puis aussi d'évaluer, d'articuler avec les projets de foncières, comme vient de le dire Magali, projets de foncières communaux, commerciales, en prenant l'exemple de la ville de Lille, mais il y en a d'autres aussi. On a pas mal de villes moyennes qui ont des problèmes sur leur centre-ville en termes d'animation commerciale. Ça a été évoqué tout à l'heure en introduction. Donc avec Petite Ville de demain, par exemple. Donc il y a vraiment des enjeux aussi à essayer d'articuler et de rajouter un outil dans la boîte à outils qui puisse avoir cet effet levier. C'est mon deuxième point, d'agréger du coup des partenaires financiers divers, entre des citoyens jusqu'à des financeurs privés en passant par des financeurs publics. Donc c'est pas forcément complètement simple parce que juridiquement il faut réussir à articuler ça, mais on pense que cette logique partenariat public-privé elle peut être vraiment intéressante. Et puis expérimenter aussi la participation citoyenne. C'est un outil bien sûr de levée de fonds, mais c'est surtout un outil d'implication des citoyens, aussi de leur montrer que ils peuvent investir responsables au plus proche de chez eux. Et puis accessoirement, ça peut faire aussi connaître les politiques publiques, faire connaître les métiers aussi des acteurs publics et privés dans le domaine de l'immobilier, et puis de rendre tout le monde plus intelligent et plus connaisseur sur toutes ces préoccupations. Là, à l'heure où on a parfois des oppositions sur des projets d'aménagement, on a des oppositions citoyennes, plus ou moins pilotées parfois. Et donc, du coup, c'est important aussi de pouvoir rendre tout le monde responsable et informé là-dessus. C'est une logique, une perspective de fédération aussi, vous avez compris, en s'appuyant sur l'ingénierie locale. Donc là, on a une association qui est déjà existante qui s'appelle les grandes vacances, s'occuper des locaux vacants, donc plutôt sur l'occupation temporaire. Et puis en s'articulant évidemment avec les ressources nationales qui ont déjà été largement, les ressources et les acteurs nationaux qui ont déjà été largement cités, mais il y en a d'autres. Voilà, donc la prochaine étape, c'est vraiment lancer le développement de la foncière
en obtenant le soutien de la MEL, puisque Magali le disait, on a bénéficié vraiment de l'appui politique d'un élu qui s'appelle Hakim Oural, qui malheureusement pour nous a quitté ses fonctions, et maintenant on est vraiment dans la recherche d'un portage politique aussi sur cette question-là qui est fondamentale, hein. Ça a été dit tout à l'heure par les camarades de Montpellier. S'il n'y a pas de portage politique, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué et les acteurs s'épuisent, peuvent aussi, il y a un risque vraiment d'épuisement. Donc là, on est en train de se réorganiser avec la MEL pour justement qu'il y ait un vrai portage qui puisse être fait de nouveau sur cette question-là. Et puis aussi d'identifier d'autres acteurs en capacité de participer à cette impulsion. Donc j'ai parlé d'acteurs publics, mais aussi d'acteurs privés. On a ici des entreprises qui se posent aussi, qui sont du secteur classique, et qui se posent aussi des questions sur l'économie de la fonctionnalité, sur finalement leurs locaux. Après la crise, est-ce que j'ai besoin de locaux aussi grands que ça? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une autre manière de fonctionner, de manière plus écologique, plus fonctionnelle, avec cette logique aussi tiers-lieu? Merci. Merci à vous. Non, on n'a pas de questions. On a peut-être une question, pardon. Et ben c'était super clair. Merci à tous les trois pour l'illustration justement du lien entre voilà des foncières ou des typologies de foncières et les projets dans les territoires. On arrive à la fin du temps réglementaire. Peut-être en conclusion, on peut du coup vous raconter, Antoine, en quelques minutes, ce qu'on fait du coup plus précisément sur les tiers-lieux, puisque tu es arrivé il y a pas très longtemps dans les équipes. Oui, je suis un petit jeune encore. Oui, donc effectivement, on a peu de temps. Je vais essayer d'être rapide et synthétique. On espère déjà que l'événement vous aura donné à voir la diversité, la complémentarité des actions publiques et privées qui ont été illustrées et la nécessité finalement qu'elles se mobilisent conjointement pour favoriser le développement des tiers-lieux. On pourra retenir, entre autres de ce qui a pu être dit, l'intérêt de l'émergence de foncières avec l'ADN ESS, participation citoyenne, le rôle des EPL comme bailleurs éclairés et bras armés des collectivités, et évidemment la place centrale de ces dernières. On a essayé de faire la part des choses justement entre porteurs de projets et collectivités, mais dans les faits, il y a aussi beaucoup de collectivités qui sont à la recherche de porteurs de projets. Donc il faudra qu'on travaille collectivement à mieux faire le lien, à continuer de bien faire le lien entre eux. Notre idée aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Encore une fois, c'était l'objectif d'aujourd'hui, de pouvoir un peu synthétiser ces travaux communs. Je ne pas les répertorier, mais en tout cas, les présenter sous leurs différentes formes. C'était vraiment l'idée de cette séquence et des intervenants. On se dit que maintenant, les idées sont posées sur la table et il faut on va pouvoir entrer dans une phase un peu de concrétisation, de mise en œuvre, d'expérimentation concrète et puis de systématisation. Nous, à la Banque des Territoires, on attend tout ça et on participera avec plaisir à la suite et les suites qui seront données. De notre côté, c'était effectivement une des questions tout à l'heure. On a développé, on a plusieurs façons en tout cas de répondre aux différentes sollicitations qui nous sont faites et on essaie d'intervenir par des actions à différents niveaux. Donc pour les rebrosser peut-être rapidement, mais vous les retrouverez de toute façon sur le site Banque des Territoires. Il y a l'accompagnement méthodologique. Donc là, on parle d'ingénierie amont, plutôt à destination des petites collectivités. On mène aussi des actions de soutien global à l'écosystème via des partenariats auprès des institutionnels ou des réseaux régionaux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui contribuent justement à professionnaliser et à structurer la filière. On contribue aussi en opérant pour le compte de l'État des dispositifs innovants.
On pourra citer les tiers-lieux d'expérimentation en santé, ou proches les pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative ou culturelle, je ne sais jamais. Et puis, on a bien sûr notre offre de financement. La Banque des Territoires est capable d'intervenir en fonds propres, en quasi-fonds propres. On a une doctrine qui fait qu'on intervient dans les structures d'exploitation. Et évidemment dans le respect de notre doctrine, donc de nos critères de modèle économique, bien sûr, mais aussi d'impact extra-financier du projet. J'ai dit tout à l'heure qu'on était un financeur patient. On ne regarde pas que le point rentabilité, mais également, de manière claire et suivie, les impacts. Nous sommes des investisseurs à impact, on regarde les impacts sur la durée. Donc évidemment, on est toujours un petit peu plus long. Simplement pour terminer le propos, on se rend compte que, et aujourd'hui vient encore le confirmer, que l'essor actuel des tiers-lieux, c'était 2500 il y a peu de temps, il y a 2 ans, 1 an. On sera entre 3000 et 3500 aujourd'hui. Ça montre, à notre sens, ça illustre bien que ce sont des réponses pertinentes au nombre de défis auxquels fait face notre société aujourd'hui. On a la transition écologique, besoin de cohésion sociale, lutte contre les fractures territoriales, participation citoyenne. On n'en a pas parlé, je ne crois pas en tout cas, mais il y a le ZAN. Enfin voilà, il y a un certain nombre de points et les tiers-lieux sont clairement une réponse. Et la Banque des Territoires continuera de se tenir auprès de ces acteurs de la transition. Rémi, du coup, une annonce sur la suite pour les foncières côté Association nationale. Oui, non, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, peut-être, je vous donne 2 questions pour la Banque des Territoires qui sont très courtes. Est-ce qu'on peut préciser les modalités pour vous contacter si on a un achat de tiers-lieux ? Et donc, je pense que vous pouvez contacter directement Antoine, mais je ne veux pas m'engager à sa place. Et est-ce que la Banque des Territoires est un point d'entrée pour créer le lien entre collectivités et porteurs de projets? Alors, pour répondre à la question, pour trouver son interlocuteur, le plus simple, c'est d'aller sur banquedetterritoires.fr et en fait, il y a le nom des contacts en direction régionale. En fait, c'est eux qui sont les mieux placés aussi pour répondre à vos questions parce qu'ils connaissent d'abord l'écosystème local. Et puis ils connaissent, ils font le lien effectivement avec Antoine. Après, vous pouvez aussi contacter directement Antoine, mais j'ai peur que sa boîte mail ait un problème de capacité de traitement si tout le monde envoie son projet. Et la deuxième question, on a effectivement ce rôle sur un certain nombre de territoires de faire le lien entre les porteurs de projets et les collectivités, puisque du coup on est à la charnière entre les deux et donc on connaît normalement les deux écosystèmes. Donc ça peut aider effectivement pour certains porteurs de projets qui auraient du mal à rencontrer la collectivité locale de nous contacter. Oui, tout à fait. Et comme on le disait tout à l'heure, on peut essayer évidemment, pour faire émerger les projets, de le faire en direct. Et on le fait surtout de manière indirecte parce qu'encore une fois, il y a des réseaux qui essaient de structurer et qui doivent avoir et qui ont cette vocation-là. Oui, en tout cas, si je devais juste dresser une perspective, c'est rejoignez les réseaux régionaux de tiers-lieux, prenez contact avec eux, c'est vraiment eux le premier niveau d'accompagnement. N'hésitez pas aussi à contacter les foncières tiers-lieux qui essaieront de vous aider lorsqu'elles le peuvent. Bien sûr, elles sont également pas mal sollicitées dans beaucoup de projets. Et un dernier mot, n'hésitez pas à adhérer à l'Association nationale des tiers-lieux et à rejoindre nos groupes de travail. Voilà un peu de prosélytisme pour finir. Merci à tous les intervenants. Certains sont déjà déconnectés parce qu'ils avaient notamment à Montpellier des contraintes. Mais merci Mayol pour la présentation. Merci Rémi, merci Antoine. Merci à tous pour votre écoute. C'était toujours un plaisir de vous accueillir au Hub des Territoires. Pour continuer à échanger sur le sujet des tiers-lieux, des lieux hybrides, de l'avenir de l'aménagement du territoire, quelques dates, puisque du coup on essaye d'avoir des rendez-vous réguliers sur ce sujet au Hub des Territoires. Donc le 21 mars,
Il y aura un débat avec le collectif Nouvelles Urbanités autour des projets urbains et de leur engagement dans la transition écologique, qui sera suivi d'ateliers en présentiel. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien d'inscription est déjà en ligne sur banquedesteterritoires.fr dans la partie Hub des territoires. Et il y a un mail auquel vous pouvez écrire si vous voulez participer et contribuer aux ateliers qui suivront. Et en teasing, pour augmenter le nombre d'inscrits, on aura une visite et un déjeuner aux Amarres, donc qui est juste le bâtiment en face de notre bâtiment à Austerlitz. Le 14 avril, un Hub Talk pour la diffusion des récits de territoire, qui est un ouvrage autour des réseaux territoriaux de tiers-lieux qu'on a réalisé en partenariat avec Vianney Delorme d'Enlargure Paris. Et le 25 mai, une rencontre autour des tiers-lieux industriels. Voilà. Donc pour les 2 événements d'avril et mai, les liens d'inscription ne sont pas encore disponibles, mais ils le seront très prochainement. Merci à tous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très vite.